Constant Omari, depuis 10 ans, ne veut pas laisser mais pourquoi? le bâton de commandement. Je reviens. Vous avez posé, vous avez posé 2 ou 3 questions à la fois. Laissez-moi répondre. Donc, la FECOFA fonctionne sur base 1. Il y a nos propres cotisations. 2. Il y a des dotations, notamment la dotation de la FIFA, c'est 250 000 $ par an, et pas par mois. C'est 250 000 $ par an, et je crois que 250 000 $ par an, c'est une goutte dans l'océan. Et là-dedans, nous avons l'administration, nous avons tout ce qui est comme frais de maintenance de nos bâtiments. Nous avons, quand je parle de l'administration, c'est les salaires. Or, nous tournons autour de 15 000 $ le mois. Multiplié par 12, vous connaissez déjà à peu près ce que ça représente. Nous avons 15% qu'il faudra affecter au football féminin pour le fonctionnement de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons la presse, ce que nous organisons comme séminaire et formation. Nous avons la maintenance des bâtiments. Donc vous verrez que les 250 $ sont insignifiants. Parallèlement à cela, nous avons un contrat. Nous avons un contrat avec Orange, n'est-ce pas? C'est 350 000 $ par an. 350 000 $ que nous essayons de gérer. Quand vous avez appris, par exemple, dernièrement, quand nous avions joué les chaînes, l'État a sorti une partie de l'argent. Nous avons aussi, en collaboration avec Orange, dans ce cadre-là, disponibilisé une partie aussi d'argent pour les primes, pour le fonctionnement de la FECOFA. On le fait aussi. Nous avons de l'autre côté, quand l'entraîneur Claude Leroy, le dernier moment de l'entraîneur Claude Leroy ici, non, le dernier moment, pratiquement les 6 derniers mois de Claude Leroy, ce n'est pas l'État qui paye son hôtel, c'est nous qui payons dans notre enveloppe de contrat que nous avons avec Orange. Vous allez vérifier au niveau des grands hôtels, on vous dira que c'est Orange qui payait, mais c'était dans le cadre du contrat qui est lié à la FECOFA. Parallèlement à cela, nous avons un contrat avec Vodacom. Vodacom, c'est principalement pour la Ligue nationale, la Ligue en foot. Là-dedans, avec Vodacom, je crois que c'est 450 000 $ par an. Et le Vodacom, quand vous voyez la Ligue nationale plus les clubs qui sont champions prennent autour de à peu près 300 000 ou 350 000 $. Le reste, ça fait partie des fonctionnements, ainsi de suite. Bref, pour que cette fédération puisse fonctionner normalement, nous devons tourner autour de 8 à 10 millions de $ par an. Mais c'est que nous n'avons pas. Comment vous faites pour combler le déficit? C'est que nous n'avons pas. Constant Omari sort-il de l'argent de sa propre poche? Ce n'est pas que ce n'est pas combler le déficit. Il y a des bienfaiteurs. Je vous ai bien dit, pour que cette fédération fonctionne normalement. C'est qu'elle est en train de fonctionner anormalement, c'est-à-dire en deçà de ses capacités et en deçà de ses possibilités de fonctionnement. Maintenant, les performances, madame, sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, au niveau des clubs, les clubs sont des entités privées, n'est-ce pas, qui participent à notre compétition. Et vous avez des clubs, entre guillemets, qui ont un peu plus de moyens, il y a d'autres clubs qui n'ont pas assez de moyens. Ceux qui n'ont pas assez de moyens ont des difficultés pour pouvoir fonctionner. Ceux qui ont des moyens ont un temps soit peu. Mais, d'une manière globale, il faut retenir que, à l'exception d'un ou deux clubs, les clubs congolais restent pauvres. Les clubs congolais restent pauvres. Et aujourd'hui, le football égale argent. Vous ne pouvez pas parler d'un développement véritable de football si vous n'avez pas d'argent. Comme par exemple quand les Léopards doivent aller représenter les RDC, vous avez parlé des rencontres sportives sur le plan international, mais aucune prime, c'est toujours, ils vont en catastrophe, là où ils doivent se rendre pour les matchs, pratiquement à la dernière minute, sans avoir le temps de se concentrer, de se nourrir convenablement, etc. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça vous avez effleuré, comment dirais-je, un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est important, c'est une inquiétude. Nous faisons, non, voilà, nous sommes en train de fournir un effort en partenariat avec le gouvernement pour mettre un terme à ce genre de choses. Pourquoi? Nous sommes d'avis, que chaque fédération, au-delà de la FECOFA, aujourd'hui parce que nous parlons de la FECOFA, au-delà, pour nous, le point de vue est partagé par toutes les associations nationales au Congo, toutes les fédérations. Nous sommes d'avis qu'on nous demande de présenter les compétitions internationales prévues au courant de l'année. Qu'on les budgétise. Dès lors qu'on les budgétise, notre avis est simple. Au début de l'année, puisqu'on parle de la bancarisation, toutes les fédérations, à ce que je sache, nous particulièrement, nous avons des comptes bancaires. Qu'on vire la moitié du budget annuel dès le départ.
à ce moment, nous avons la latitude de réaliser la planification des activités telle que cela a été prévu par nos prévisions. Mais à partir du moment où nous faisons pratiquement le boutiquier, ça signifie qu'il y a match, il faut introduire les budgets, les prévisions budgétaires, et encore, ça doit faire tous les circuits pour aller se rendre compte à la fin. Vous permettez, pour aller se rendre compte à la fin que la trésorerie ne peut pas agir, et là, vous êtes déjà pris dans le temps. Je vous donne un exemple clair. Nous venons, le club, notre équipe nationale de U20, version masculine, vient de jouer le match aller contre le Malawi, n'est-ce pas? On l'a joué, je crois, la semaine passée. Mais jusqu'au moment où nous parlons, aucun franc n'est sorti. Si nous avions croisé les bras, cette équipe serait restée ici, nous serions éliminés et le commun des mortels, le Congolais lambda, allait se lancer des pierres sur la FECOFA et plus particulièrement à M. Constant Omari. Mais c'est ça la réalité. Nous ne sommes pas une activité où on peut traficoter. Le football, on sait quand il y a match, il y a match. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les matchs se sont joués. Mais chez nous, nous parlons. Les fonds ne sont jamais sortis. Vous arrivez au niveau du ministère des Finances, à la fin, vous dites non, le budget est tombé, repartez, vous devez encore refaire le dossier, tout ça. Mais dans l'entretemps, les auteurs sont derrière la FECOFA. Ce ne sont pas des procès en justice qui manquent. Chose grave, il y a même quelqu'un du ministère des Finances qui a répondu à une agence pour le match qui s'est joué. Allez vous référer à la FECOFA, nous en avons la lettre. Alors que le match s'est joué, c'est une équipe nationale. À partir de ce moment-là, vous imaginez dans quelle situation nous nous retrouvons. Nous aurons croisé les bras, le Congo aurait écopé un forfait contre le Malawi, c'est ça la réalité. Nous n'avons pas croisé les bras, on s'est débrouillé. Mais le dossier fait son cours de chemin. Je crains fort qu'on vienne nous dire aussi qu'écoutez, là aussi, bon, on ne sait pas si le match s'est joué, l'argent ne sortira pas. Mais dans l'entretemps... Vous vous êtes débrouillé, ça veut dire... Écoutez, je préfère ne pas aller plus loin. Je préfère ne pas. Le mécanisme que nous faisons pour trouver l'argent, je préfère ne pas le dire ici. Nous sommes un pays respectable, nous avons déjà souvent des problèmes comme ça, pour venir en parler à la télévision. Voilà. Voilà, alors nous sommes à quelques mois, donc, des grandes compétitions, vous l'avez dit vous-même, à quelques mois des éliminatoires de la CAN 2015 notamment. Toujours pas de sélectionneurs pour la République démocratique du Congo. La FECOFA a divorcé avec Claude Leroy, on sait, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le vide là. On va continuer. Je crois que cette question a soulevé pas mal d'encre, pas mal de supputation. La réalité, c'est laquelle, madame? Claude Leroy est parti l'année passée. Il y a eu un accord de rupture. Il y a eu un accord de rupture à l'amiable. Lequel accord de rupture à l'amiable avec Claude Leroy avait été accepté par le gouvernement, jusqu'au niveau du Premier ministre qui avait pris acte de cet accord de rupture. Et cet accord de rupture prévoyait que nous puissions payer à Claude Leroy un montant donné. Mais ce fait que malheureusement, on a traîné, et les dernières informations à notre possession, je crois, il n'y a même pas 2 ou 3 semaines, donc depuis l'année passée. Il y a 1 mois ou 2 mois, 1 mois et demi, le Premier ministre a écrit au ministre délégué des Finances pour vider ce litige. Mais dans l'entretemps, Claude Leroy était déjà parti au niveau de la FIFA, ainsi de suite, pour se plaindre. Donc, il y a un dossier pendant au niveau de Quelles sont les conséquences? Vous permettez? Oui. Il y a un dossier pendant. Les conséquences, c'est que la FIFA peut nous demander, peut nous intimer, nous forcer de payer. Si nous ne payons pas, on nous suspend de toutes les compétitions internationales. C'est vrai, parce que dès lors que le contrat de Claude Leroy a été signé par la fédération et les membres du gouvernement, ça signifie que c'est un engagement, vous devez les respecter. Ce sont ces droits, c'est ça. Maintenant, au même moment, nous devions négocier avec le gouvernement pour savoir si nous devons engager un nouvel entraîneur pour l'équipe senior A. Quel est le cap salarial au-delà duquel on ne peut pas aller? Il n'y a pas 2 mois et demi qu'on nous a dit voici le cap que vous ne devez pas dépasser. Il n'y a pas 2 mois et demi. Ce faisant, nous avions lancé un appel à candidature. Nous avons reçu
58 candidatures. Nous avons chargé notre directeur technique national, la direction technique nationale, de pouvoir les évaluer. On a terminé l'évaluation. On a fait le tableau comparatif. Mais maintenant, il fallait négocier avec les candidatures qui nous semblaient être les meilleures. Non seulement négocier, il faut aussi que ces gens-là nous présentent des projets qui cadrent avec nos visées. Déjà, le gouvernement a tout rejeté. Hein, vous comprenez? Non, le gouvernement n'a pas rejeté, tout simplement parce que quand nous avons terminé les tableaux et choses comparatifs, nous avons pris la décision de proposer des candidatures au gouvernement. Ce jour-là, moi, je voyageais, j'ai dit à mes collègues qu'il fallait envoyer le dossier chez le ministre, et après que le ministre ait marqué son accord, parce que c'est le gouvernement qui paye, le ministère est consignataire. Non seulement le ministère des Sports, dans le contrat des sélectionneurs nationaux, le ministère des Sports est celui du budget, signe pour engager financièrement le gouvernement. Et quand nous avions, à mon départ, j'ai demandé à ce qu'on puisse envoyer les dossiers auprès du ministre. Je ne sais pas par quelle magie, vous de la presse, vous êtes saisis de cette liste et vous l'avez publiée. Et en la publiant, ce qui est normal, le ministre s'est retrouvé... on a parlé de Constant Marie qui prenait les devants. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas Constant Marie. C'est un agent de la fédération. Le ministre a souhaité que nous puissions revoir cette liste, qu'on puisse discuter en fonction de la commission qu'il avait mise à son niveau. C'est ce qui a été fait, bon gré, mal gré. Bah, ok, je n'entre pas, moi, dans ce genre de considération. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il reste le poste du sélectionneur A. Mais un sélectionneur A, on ne le retrouve pas comme ça dans le marché comme du poisson que vous allez acheter. Et il ne faut pas toujours vous permettez, les plus mauvais. Vous permettez, madame. On reproche un peu d'aller prendre ce n'est pas vraiment l'élite. Mais l'élite signifie quoi? Mettez de l'argent sur la table. L'élite, non, s'il vous plaît, mettez de l'argent sur la table. Quand on vous dit que tel entraîneur touche 5-6 millions d'euros par an, et vous dites non, il faut maximum lui payer 18 000 euros par mois, ça signifie que par an, ça fait 180 000 plus, ça fait à peu près 206 000 euros par mois. Il y a un gars. Donc ça veut dire que c'est déjà des paris perdus d'avance. Vous êtes une femme, vous allez au marché, vous achetez proportionnellement à votre cagnotte. N'est-ce pas? Vous êtes madame, vous allez au marché, remplir votre panier de la ménagère conformément à vos avoirs financiers. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez que nous allions au marché pour trouver un entraîneur en ne dépassant pas tel cap salarial, mais il y en aura. Mais ne venez pas nous dire que c'est de la camelote. Aujourd'hui, le sport congolais donne cette image également de violence, renvoie cette image depuis un certain temps. On perd un peu toute cette sportivité, tout ce fair play. Comment la FECOFA pense remédier à tout ça? Nous sommes en train de tabler sur le problème. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure à titre introductif, que j'allais incliner devant la mémoire de ceux de nos compatriotes qui ont perdu, qui sont morts lors du match Vita Club Mazembe. Moi, j'ai une autre approche. C'est la même approche quand je l'explique parfois aux gens. Je crois que l'Angleterre, beaucoup de pays européens et même africains ont été butés au même problème à un certain moment. La violence, c'est quoi? La violence, c'est un mode d'expression d'un malaise. Qui se situe à quel niveau? Vous permettez? C'est ça la violence d'une manière générale. C'est le mode d'expression d'un malaise. Ce malaise peut être d'ordre social, il peut être d'ordre économique, il peut être d'ordre politique, ainsi de suite. Les stades sont par excellence des terrains à travers lesquels les gens viennent exprimer ce sentiment. Des exutoires. Ce sont des exutoires, comme vous le dites. De trois, dans une situation, dans tout pays en crise, vous le voyez aujourd'hui à travers tout le pays, ça se vérifie à travers le monde. Et au Brésil aujourd'hui, ils ont gagné la Coupe du Monde, il y a des manifestations, n'est-ce pas? Et les gens n'attendent que la Coupe du Monde, parce que cette activité attire. Maintenant, les gens viennent s'exprimer, chacun à sa manière, à travers le stade. Or, le football, comme c'est une activité de passion, d'irrationalité, à ce moment-là, quand les gens s'expriment, ils s'expriment chacun selon
sa façon, selon son approche, selon son irrationalité. Donc, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un remède ou pas? Il y a un remède. Il y a un remède. Le premier remède, madame, nous avons parlé des infrastructures. Vous avez construit, n'est-ce pas? Vous avez construit une maison. Avant que vous ne puissiez combattre le vol ou le vandalisme, vous devez construire une maison avec une clôture appropriée, n'est-ce pas? Pour éviter, pour déjà réduire un tant soit peu toute tentative de pouvoir. Le football, c'est pareil aussi. Il faudrait d'abord avoir des stades qui répondent aux normes sécuritaires. Qu'est-ce que j'entends par normes sécuritaires? Il y a sur le plan des infrastructures. Rien qu'à l'accès, les accès. Déjà, la clôture. Elle doit être sécurisée. Une hauteur déterminée, sécurisée pour que les gens ne puissent pas enjamber. Les accès vers le stade doivent répondre aux normes de fluidité, tant à l'entrée qu'à la sortie. Les dispositifs que vous mettez là, de contrôle, doivent permettre à ceux qui n'y ait accès au stade que ceux qui ont les billets ou les documents attitrés. On sait comment ça se vend. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous ai dit que je suis tout le temps dans les avions, j'assiste à des matchs à travers le monde. Quand vous allez aujourd'hui, dans n'importe quel stade bien organisé, vous avez un billet, il y a un dispositif, quand vous arrivez, vous introduisez votre billet, dès que le détecteur constate que c'est un faux billet, la porte ne s'ouvre pas. Le portail ne s'ouvre pas ou le tourniquet ne tourne pas. Ça signifie que vous ne pouvez pas entrer. Il y a des dispositifs aujourd'hui. Ça signifie que ça fait partie de ce que j'ai appelé le dispositif de sécurité. Ensuite, surtout que c'est la révolution de la modernité, il faudrait qu'on arrive à ce mécanisme. Ensuite, il y a vous permettez. Ensuite, il y a la vidéosurveillance. La vidéosurveillance aujourd'hui, elle est même exigée. Autant qu'elle est exigée dans toutes les grandes surfaces, dans les aéroports, dans les édifices publics, elle est exigée aussi dans des stades. Ça signifie que quand vous êtes dans votre PC, devant la dizaine d'écrans que vous avez, vous devez être en mesure de savoir au niveau autour du stade, à l'entrée du stade, à l'intérieur du stade, sur les gradins, dans les tribunes, vous devez avoir la visibilité. Et là, vous savez, de votre pupitre, quand vous commencez à observer un foyer de tension, vous zoomez, vous savez que c'est Madame Gaëlle qui est là, qui est en train de faire du bruit, c'est elle qui est en train de jeter des projectiles. Ça signifie que, quand je dis pour lutter contre la violence, il faut avoir des infrastructures adéquates. De deux, il y a la formation des services commis au maintien d'ordre. La formation, ce qu'on appelle les stadiers. De trois, il y a le civisme de la population, la sensibilisation. Il faudrait que la population intègre cela. Parce que qui amène la violence au stade? Ce n'est pas l'autorité qui demande au public de venir exprimer leur violence au stade. C'est celui qui va de chez lui à la maison, qui n'accepte pas la défaite, qui n'a pas de fair play, qui vient s'exprimer autrement. Ça signifie que c'est ça la nouvelle citoyenneté aussi. C'est le rôle que la nouvelle citoyenneté... Dans la réplique aussi, parce que vous avez parlé des stadiers. Alors, quand il y a la sécurité, on ne réagit pas dans un stade comme dans la rue, quand il y a un attroupement ou... La sécurité, c'est aussi qu'il y ait les officiels commis au match, qui se comportent correctement, pour ne pas énerver. Bien sûr, il y aura toujours quelque chose à redire. Quelqu'un aura toujours quelque chose à redire. Mais si les officiels se comportent aussi correctement, je pense que tous ces facteurs que j'ai énumérés, intégrés, on pourra arriver à combattre. Mais je reviens, tant qu'on n'aura pas des infrastructures en place, pour permettre à ce que les infrastructures elles-mêmes déjà sécurisent et rassurent la population, parce que les stades au jour d'aujourd'hui sont liés à plusieurs impératifs. Impératif sécuritaire, impératif d'expression commode, de la pratique du football et de confort. Parce que c'est des endroits où les gens viennent en famille, papa, maman et enfants, pour assister au match. Donc il doit y avoir quand même... Est-ce qu'il y a des sanctions de la FECOFA à l'endroit, par exemple, les supporters de telle équipe qui auraient... Il y a des sanctions, il y a des sanctions, madame. S'il y a un secteur du sport, dont le football, qui est le football, que tout est normalisé. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à dissuader les auteurs de toutes ces... Maintenant, nous prenons des sanctions. Nous prenons des sanctions. Là, encore, nous venons encore les renforcer. Vous avez suivi qu'il y a même des joueurs qui ont été radiés. Vous avez suivi dernièrement qu'il y a des clubs qui ont été sanctionnés et même rétrogradés au niveau inférieur. Ça signifie que des sanctions se prennent. Mais maintenant, au-delà des sanctions,
c'est la réunion que nous avions eue avec le commissaire général de la police, où nous nous sommes mis d'accord pour travailler la main dans la main, pour pouvoir, autant qu'on a mené une lutte contre les Koulouna dans les différents quartiers, on va mener maintenant une lutte contre les Koulouna dans les stades aussi, pour essayer de rationaliser et de discipliner les gens. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Quelle est votre équipe de prédilection? Vous avez une équipe? Vous êtes président de la FECOFA, mais écoutez, je pense que je m'exprime ici en tant que président de la FECOFA. Oui, c'est une question qui intéresse... Non, mes équipes de prédilection aujourd'hui sont les équipes nationales. On vous dit Daring, Vincent Marie, est-ce que vous n'êtes pas de Daring Club de Mapembe? Je suis venu de Daring. Je suis venu de Daring. Vous gardez des attaches. Vous permettez. Je suis venu de Daring. Mais à partir du moment où j'assume les fonctions de président de la fédération, je dois avoir je veux avoir des capacités de détachement de mes sentiments primaires. Vous n'avez pas, hein? J'en ai suffisamment. On vous accuse par exemple d'avoir porté une sanction à l'encontre d'un dirigeant de DSMP qu'on n'a pas trouvé très équitable. Quel est ce dirigeant-là? Qui, par exemple, qui a été accusé de propos injurieux, discourtois, il y a de cela plusieurs mois, c'était l'année dernière. Non, s'il vous plaît. Il s'agit d'un encadreur, si j'ai bonne mémoire, d'un encadreur de supporters. Voilà, exactement. Un encadreur de supporters qui s'est permis un écart de langage, des excès de langage, qui s'est permis des injures à la télévision. Voilà. Dans le football et le sport d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Même moi ici, si je me mets à insulter le président de la CAF ou le président de la FIFA, ces institutions ont l'obligation de me sanctionner. Et ce monsieur a eu la sanction qui est proportionnelle au comportement qu'il a affiché. Et pire que ça, ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il y a certains de vos collègues qui se permettent à travers la télévision d'insulter les gens, de traîner les gens dans la boue. Eh bien, autant que nous avons dit, il y a des combats qui seront menés au niveau des stades. Est-ce que vous pensez que vos sentiments, vos attaches au DSMP ne vous poussent pas parfois à des décisions un peu déséquilibrées? Écoutez, moi je ne pense pas. Je ne le pense pas pour la simple raison, c'est que je ne vois pas quelle est la décision que j'ai prise parce qu'il fallait favoriser des lignes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis président de la FECOFA. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Moi, quand il s'est agi de sanctionner les rings, la preuve, c'est que vous avez cité quelqu'un qui avait été sanctionné. C'était l'encadreur du supporter de quoi? C'était de rings, non? C'était de notre club. De notre club, non, c'était de rings. Ce type a été sanctionné parce qu'il s'est permis. Autant qu'il y a d'autres qui arrivent. Autant qu'il y a d'autres qui se permettent des excès de langage, il y a des dossiers disciplinaires en cours. Et ces dossiers seront finalisés. Voilà, les prochains défis, donc la CAN U23, qu'en est-il de la Coupe d'Afrique 2019 que la République démocratique du Congo devrait organiser? Madame, si vous voulez avoir mon avis, qui vous a dit que le Congo va organiser la Coupe du Monde 2019? Qui vous l'a dit? Dites-nous si ça va se faire ou pas. J'ai l'impression, non, écoutez, il ne faut pas placer la charrue avant le bœuf. Le Congo est demandeur, et parmi les 8 demandeurs de l'organisation de cette CAN-là. Vous permettez, nous ne sommes que demandeurs, mais on ne l'a pas encore eu. Si vous voulez connaître le sentiment personnel du président de la FECOFA, je pense qu'il ne faut pas aller chercher à bouffer les bœufs quand vous n'êtes pas en mesure de bouffer une grenouille. Commencez d'abord par organiser bien la CAN U23. Si nous réussissons la CAN U23, à ce moment-là, vous avez appelé vous permettez au positivisme. Là, non, excusez-moi. Non, c'est un problème d'étape et de processus. Je ne pense pas que vous soyez né le même jour, que vous ayez marché le même jour, que vous ayez terminé l'université le même jour. Non. Non. Et ce qui ne se fait pas sans le temps, je crois que les choses ne marchent toujours pas. Si vous voulez connaître mon avis personnel, en tant que technicien, je me suis battu pour que notre pays obtienne la CAN U23. Je dis bien je pèse bien mon mot. Nous l'avions obtenu. Maintenant que nous l'avions obtenu, organisons d'abord correctement cette compétition. C'est au terme de cette organisation que nous aurons à savoir si... Ça sera un peu le baromètre. Vous permettez, si nous avions bien organisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement pour envisager de faire mieux. Mais on ne peut pas tout embrasser. On ne peut pas tout embrasser. Et n'oubliez pas que la CAN, c'est le fleuron de la Confédération africaine de football. Si la CAF vit, c'est grâce aux droits commerciaux
issus de l'organisation d'une CAN? Est-ce que vous pensez en âme et conscience? Regardons tout droit dans les yeux. Est-ce que vous pensez en âme et conscience? La CAF peut être aussi irresponsable pour confier à une fédération qui n'a jamais organisé même la CAN U20, la CAN U17, que la CAF peut vous dire, ok, j'ai décidé de vous octroyer la grande CAN? On vous attend, c'est un défi, non, madame, on verra les résultats. Je pense qu'il faut une approche beaucoup plus méthodique et rationnelle. Et c'est ça mon avis personnel. Et je crois que le ministre des Sports n'en dit pas moins aussi. Nous partageons les mêmes avis puisque nous avons échangé plusieurs fois. Alors la RDC vont porter ou l'étendard de la RDC au Chan peut-être, hein, Maroc, à la CAN 2015. Pourquoi pas à la prochaine Coupe du Monde? On peut y croire? Ce n'est pas une génération spontanée. Ne croyez pas qu'aujourd'hui dans le football, vous pouvez vous réveiller le matin, vous mettez une équipe, et le lendemain vous vous qualifiez à la Coupe du Monde, et le surlendemain vous remportez la Coupe du Monde. Non. C'est un projet. Vous permettez. C'est un projet. Je n'ai pas la prétention de résoudre tous les problèmes au niveau du football. Il y en aura avant moi, il y en a eu. Avec moi, il y en a eu. Il y a ceux que j'ai pu résoudre. Et quand je partirai, il y en aura toujours. Personne ne peut avoir la prétention de pouvoir épuiser, de tout régler. Parce que lui est là. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnes pareilles à travers le monde. Il n'y en a pas. Même Jésus, même Dieu, il s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup à redire. Ce que moi je crois, il y a un projet que nous avons mis en place, qui a commencé. Et si le projet une année et demie, 2 ans, nous qualifier pour une Coupe du Monde. Merci. Congolaise de football association, merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de questions d'État. Mesdames, messieurs, vous êtes peut-être restés sur votre soif, mais je pense que le président de la FECOFA a répondu à plus d'une de vos préoccupations. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve bientôt en compagnie